Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Grand Angle sur la télévision nationale. Un rendez-vous au quotidien de débat et d'analyse des grands sujets de l'actualité nationale. Au menu ce soir, les opérations de déguerpissement toujours en cours dans le Grand Conakry. De nombreux citoyens saluent cette opération avec des résultats déjà visibles sur le terrain. Circulation plus ou moins fluide, notamment au niveau des marchés, là où ça se bouge le plus souvent, l'air qui circule de plus et l'image de la capitale qui change jour après jour. Dès lors se pose la question de pérennisation de cette opération et surtout de l'aménagement des espaces libérés. Que faire pour éviter une nouvelle occupation anarchique? La nature a horreur du vide, a-t-on l'habitude de dire? Pour répondre à ces différentes interrogations, Grand Angle a invité Mamadou Yaya Diallo. Il est architecte et membre de l'ordre des architectes de Guinée. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Dans notre focus, les chroniqueurs aborderont le sujet relatif au protocole d'accord, protocole signé entre les opérateurs économiques et le gouvernement pour améliorer le panier de la ménagère. Alors que nous sommes au deuxième jour du jeûne couplet Carême et Ramadan, Carême pour les chrétiens, Ramadan pour les musulmans, des interrogations persistent sur les moyens de mise en œuvre de ce accord. Le constat sur le terrain et dans les marchés, c'est avec nos chroniqueurs déjà bien installés. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Diambono, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous pratiquent. Mon bonsoir, il est tout simple aujourd'hui. Tout simple. Ouais. Heureusement, vous l'avez reconnu. Vous aimez ça, hein? Ah ouais, j'aime ça. Ouais. Quand c'est simple, c'est plus facile avec Idrissa. Ouais. Mamadou Alimou Diallo, soirée, bonsoir. Question-réponse, bonsoir à David, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Vous savez, actuellement, on ne va pas allonger beaucoup les bonsoirs, même s'il n'y a pas un peu d'énergie. Oui. Je pense qu'il va économiser. Et quand on se trompe aussi, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi on se trompe. Voilà. Mamadou Alpha Baldé, bonsoir. Bonsoir David et bonsoir à tous ceux qui ont décidé de commencer le Ramadan aujourd'hui, parce qu'il y en a en Guinée, bizarrement. Qui ont décidé de commencer aujourd'hui, et l'émir sait de quoi je parle. Je trouve ça dommage, moi, personnellement, parce qu'on pensait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont derrière nous, et nous demandons, bon, nous ne demandons pas, mais il serait important que l'État puisse suivre ça de près, le jour de la fête et le lendemain de la fête, parce que il y en a, l'année dernière, si vous vous rappelez bien, il y en a qui ne pouvaient pas gêner... On avait débat ici. Non, il y en a qui ne pouvaient pas gêner 28 jours. Donc, ils étaient obligés de faire au moins 29 parce qu'ils n'avaient pas commencé avec nous et nous, on avait fait 29. Donc, on se rappelle de ces imams qui étaient derrière les pick-up. Beaucoup, comme l'émir ici, disaient que non, ce ne sont pas de belles images. Mais il y en a qui refusent de s'aligner. Il y a des autorités qui sont en charge de gérer tout ça. Et qui vont, même dans le Coran, vous dit, s'il y a un problème, c'est eux qui vont répondre. Mais qu'est-ce qui vous empêche de suivre? De suivre l'ordre donné par ces autorités. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a des pays, même limitrophes ici, qui n'ont pas commencé hier. Mais si nous, on a décidé de commencer hier, il faut commencer hier. Parce oui, que, souvent, il y en a qui disent qu'entre la Mecque et Conakry, c'est 3 heures. Mais bien sûr. Que la Mecque... non, vous savez, c'est plus... Ce ne sont pas des jours. Non, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas plus lié à cette forme de compréhension là, c'est une question d'alignement. Il y en a qui sont alignés derrière d'autres et qui sont alignés derrière d'autres. Et donc, derrière ceux sur lesquels eux, ils sont alignés, si ces gens-là n'ont pas commencé, ils ne vont pas commencer. Et ça, quand même, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Que ça change. Que ça change. On aimerait que ça change, surtout quand on parle de Dieu, l'unicité de Dieu. Voilà. Donc, il y a des choses, il ne faut pas trop créer des polémiques et des confusions autour de ça. Et pour heureusement que l'émir a démarré hier, sinon on allait le dénoncer en direct. Et pour que le jeune se passe bien, il faut que le panier de la ménagère soit à soulager. Et nous allons parler du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle sur www.rtgguinée.info en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, écrivez-nous à notre adresse email qui s'affiche au bas de votre écran, Grand Angle RTG
rtgcoloma@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer des messages au 627 53 09 99. 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le code de la Guinée avant le 627, le 00224. Voilà pour le menu. On commence donc par ce protocole d'accord. Je commence par vous, Alimou Soirée. La dernière fois, on se posait beaucoup de questions. C'est bien beau de signer des protocoles d'accord pour dire le prix du riz doit baisser, ça doit être vendu à tel prix, le sucre c'est à tel prix, le gouvernement a fait telle concession, les opérateurs, les grossistes en tout cas, les grands opérateurs économiques ont fait telle concession, mais la question, comment comment on appelle ça, les détaillants, c'est le mot. Comment les détaillants qui sont dans les quartiers, le consommateur final, le consommateur final, comment il va sentir ça? Là, aujourd'hui, toute la question, et nous sommes au deuxième jour du jeûne, tout court, le jeûne, disons comme ça là. Alors, moi, je pense que le seul point positif reste la disponibilité de ces produits sur le marché. Oui. C'est un point vraiment positif aujourd'hui. Oui. Il n'y avait pas de crise avant. Oui, c'est ce que j'ai dit. Même si toutefois, il y a beaucoup plus de demandes pendant cette période, les produits sont encore disponibles sur le marché. Mais ceux qui vont dans les marchés ne nous ont pas... C'est disponible, est-ce que ce n'est pas parce que ce n'est pas accessible? Parce que quand c'est trop cher, les gens ne vont pas accepter. Oui, le prix, en tout cas, ils n'ont pas senti cette... peut-être ce protocole d'accord dans les marchés. Pour le moment. Les produits qui sont concernés encore, les prix n'ont pas, il n'y a pas de variation de prix. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, est-ce que c'est tout le monde qui adhère à cette idée? Si tel n'est pas le cas, est-ce que le gouvernement a mis en place des magasins témoins? Je pense à un moment donné, on a connu ici des magasins témoins où on va te dire, David, à Bambeto, il y a tel magasin, tu peux aller acheter là-bas le sac de riz à 250 000. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de magasin témoin. Des magasins témoins qui n'ont jamais bien marché. Il faut oui, mais à un moment donné, ils ont existé. C'est pas comme si c'est quelque chose qui avait bien marché. Mais ils ont existé de toute façon. Oui, ça n'a pas marché. Rajoutez que ça n'a pas marché. Ils ont existé de toute façon. Voilà. Donc aujourd'hui, sur le marché, ces prix ne sont pas respectés, que ce soit le sucre, que ce soit le riz. Donc, Alimou, vous continuez à acheter au prix que vous achetiez avant. Au même prix, il n'y a pas eu de mouvement. Mais il n'y a pas eu d'augmentation quand même. Bon, pour le moment, il n'y a pas eu d'augmentation, en tout cas à ce que je sache, même si toutefois les ménagères arrivent à se plaindre des prix des produits locaux que nous avons ici, c'est-à-dire que ce soit les aubergines et tout ce qui s'ensuit, que ces prix ont grimpé. Mais dans l'ensemble, il y a eu une certaine stabilité du prix. Mais concernant, comment je vais appeler ça, le protocole d'accord, pour le moment, l'impact n'est pas visible sur le terrain. L'impact n'est pas visible sur le terrain. Mohamed Alpha Baldé, vous avez fait le même constat? Bon, moi, je n'ai pas été au marché comme mon cher Mais madame ne vous a pas rapporté quelque chose pour dire que l'argent que tu as donné, ça ne suffit plus? Vous savez, je donne tellement suffisamment que ça ne peut pas suffire. Donc, naturellement, je sais que ça peut suffire. Oui. Je suis toujours au-dessus de ce qui est demandé. Il y a toujours une marge suffisante. Et même si elle est là, elle aurait pu témoigner. Mais ce qu'il faut dire sur le sujet, c'est que... Non, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je ne comprends pas trop l'analyse de Soirée qui dit que l'impact n'est pas là. Même le fait qu'il y ait disponibilité des produits et qu'il n'y ait pas flambé comme de par le passé, on peut dire qu'il y a quand même une sorte d'impact indirect. Alors, si la baisse n'est pas observée, et la baisse, ça ne concernait pas tous les produits, il y a un certain nombre de produits comme le riz. Nous parlons justement de ces produits, le riz, le sucre. Mais on l'a dit ici, je crois, c'est hier ou avant-hier, c'est difficile que les gens baissent. Vous sortez votre protocole d'accord la veille. Pendant ce temps, moi, j'ai déjà rempli mon magasin à un prix. Naturellement, je vais vendre à ce prix-là. Mais l'important, c'est qu'il y ait suffisamment de denrées de première nécessité aujourd'hui sur le marché. Parce que vous vous rappelez quand l'oignon, à un moment donné, a manqué ici, je crois qu'il y a 2 ramadans comme ça, mais ça avait créé des problèmes partout. Il y avait une hausse de plus de 100%. Heureusement, cette année, on n'observe pas quand même ces flambées fantaisistes-là dans les prix au niveau des prix de hier, M. Doumbouya du secrétariat des affaires religieuses disait que l'oignon, c'était parti jusqu'à 500 000. Oui, à un moment donné, même au-delà, il y a 2 ramadans, c'était monté jusqu'à 700 et quelques mille. Mais oui, bien sûr. Mais au temps de la ministre Lopou, je me rappelle bien, il y avait eu un partage médiatique autour de ça quand l'oignon est arrivé. On attendait des conteneurs qui venaient de Bamako et autres. Mais cette année, on a pu quand même contenir... l'ensemble de ces grands produits de grande consommation. Donc il faut saluer quand même le courage qu'il y a à ce niveau et les efforts, parce que si vous laissez les citoyens avec les commerçants
notamment les détaillants. Parce que les grossistes, souvent, il n'y a pas trop de problèmes, vous savez. Mais au niveau des détaillants... Ils ont déjà un capital suffisant. Oui, mais au niveau des détaillants, ça pose énormément de problèmes et ils veulent souvent une marge plus ou moins suffisante. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller à la loupe. Et c'est bien qu'il y ait ces équipes sur le terrain. Même le battage médiatique, le fait de sortir, à mon avis, ça a un effet dissuasif. Et ça permet aux gens de dire, vous, consommateur final, et lui, détaillant, de dire qu'il y a quand même un protocole d'accord, donc vous ne pouvez pas augmenter le prix. Au moins. Pour résoudre tout ça, il faut encourager la production agricole intérieure, non, Idrissa? Si le panier, l'impact sur le panier, en tant que consommateur, réellement, je ne sens pas l'impact. Parce qu'après, c'est plus que ce que j'avais l'habitude de donner comme dépense. Après, je demande pourquoi il n'y a pas de crevettes sur mon Lafidi. On me dit non, le prix des crevettes, ça a grimpé. On était à 35 000, 40 000 le kilo, mais maintenant on frôle les 80 90 000, il y a problème. Et ça, c'est la production locale. Ça, c'est la production locale, il y a problème. Après, quand on parle, oui, du tout le monde n'est pas friand de crevettes. Ça, c'est un exemple juste. Voilà. Non, mais c'est particulier, ça. Non, pas particulier. Non, c'est particulier. Par rapport au riz, tout le monde mange le riz, mais tout le monde ne mange pas la crevette. C'est parce que tu n'en manges pas, peut-être. Non, j'en mange de temps en temps, mais c'est pas un produit de grande consommation. Idrissa, on peut aller. En tout cas, ça ne figure pas dans... Si tu disais au moins que ça ne figure pas dans le protocole. Il s'économise aujourd'hui. Quand je parle de crevettes, il ne comprend pas. Je parle des crevettes que les bonnes dames préparent pour mettre sur de Lafidi. C'est ce que je veux dire. Il ne comprend pas parce qu'après, c'est quelqu'un qui ne connaît que la capitale. Lui, il a dit, il est en excès de dépenses. Nous sommes en déficit. Nous, on est en déficit, c'est du Lafidi, on prend. Et après, ce Lafidi, pour avoir du Sumbara et tout, il faut payer des crevettes. C'est de ça que je parle. C'est ce que j'explique. Je ne parle pas de crevettes qui ressemblent à la tête de Baldé. Je n'ai pas ces moyens, comme lui le fait. Bref, c'est pour dire que... Voilà, c'est pour dire que... Si tu avais écouté, tu vas le mieux comprendre. Non, mais vous avez dit crevettes précisées. C'est pour dire que l'impact au niveau du consommateur, ça ne se ressent pas. Peut-être que c'est à long terme, comme on l'a dit hier sur ce plateau. Nous ne sommes qu'au deuxième jour. Oui, nous ne sommes qu'au deuxième jour, mais après, c'est déjà lourd. Si déjà l'État, les efforts que l'État a consentis, c'est juste, ça doit s'étendre sur les, en tout cas sur les 40 mois. Je ne sais pas quel est le délai. 40 jours. 40 jours, pardon. C'est le Ramadan. Mais non, mais ça mélange trop à gauche. Non, justement, si le protocole va sur une période de 40 jours, je me dis que ça doit commencer dès les premiers jours du Ramadan et du carême. Mais si déjà maintenant, on pourrait même commencer 2 jours avant. Au-delà de tout, il faut que nous sachions, David, que ce pays, c'est tout le monde. Tu verras par exemple une bonne dame, je prends un exemple bête, qui ne ressent pas, si tu veux, l'inflation du prix des produits qu'elle revend. Mais après, vu qu'elle veut vraiment faire beaucoup d'argent aussi, c'est-à-dire le produit qu'elle a, si c'était à 20 000, tu viens, elle demande, elle vend à 25 000, elle vend à 30 000. Ça, ce n'est pas l'État. Ça, c'est la conscience personnelle des Guinéens. Ou parce qu'elle est la seule à en avoir. Non, le souci, ce que les gens oublient, toi, taxi-motard, par exemple, tu taxes David Yomouno qui doit venir à la RTG, tu dis non, le pays, les choses sont chères, oui. David Yomouno va à la RTG, normalement le transport c'est 25 000, mais je fais 40 000 parce que moi c'est chaud. David va payer parce qu'il est dans les besoins. Mais David va venir s'asseoir à la RTG. Quelqu'un qui vient voir David pour un communiqué, le communiqué est facturé à 30 000, David dira le communiqué c'est 75 000. C'est ce parent peut-être de ce motard qui va venir vers toi. En fait, c'est pour dire qu'on se fait du mal entre nous. C'est un circuit. C'est un circuit. On se fait du mal entre nous sans se rendre compte. Allons sur ce qui est normal, allons sur ce qui est possible sans nous faire mal. Ainsi, au fait, ce poids qu'on ressent, ça va diminuer. L'État seul ne peut pas tout faire. Non, l'État ne peut pas tout faire. Non, mais ce n'est pas possible. Après, au-delà, il faut que les populations, les citoyens acceptent aussi de jouer leur part de rôle. Oui, que chacun fasse un peu d'effort, un peu de sacrifice pour que ce panier de la ménagère que nous aimons tant soit soulagé. Réaction des téléspectateurs à Limou? Il y a des réactions. On commence par M. Soumaro Kanté depuis 5 ans dans Beila. Rien n'a changé. Le prix n'a pas baissé. Le riz CAO, c'est à 370 000 francs guinéens. Lui, il nous donne avec des exemples précis. Bonsoir, c'est Mamadou. Beila, quand même, c'est loin de la capitale. Et quand le commerçant transporte jusque là-bas. Le riz qui coûte moins cher n'est pas encore arrivé. Il est à route. Les prix de mais en attendant, le monsieur est jeune. Ah, mais voilà. Ok, le prix des denrées de première nécessité a été fixé par l'État
mais je vous assure, certains ne le respectent pas, c'est grave. Il y a des personnes toujours mal intentionnées, surtout des détaillants dans les quartiers. Merci. Bon Ramadan à tous les fidèles musulmans. Merci, salut, ces prix ne sont pas abordables pour moi. L'État peut mieux faire encore en diminuant les prix et c'est vraiment possible. Il faut réduire... Est-ce qu'il appartient à l'État de diminuer les prix? Il faut réduire, pour lui, c'est son avis, il faut réduire le nombre d'importateurs du riz et des denrées alimentaires. Produisons le riz sur place. On peut envoyer les investisseurs asiatiques. C'est Ben qui nous a envoyé ce message depuis Yataya. Merci également. Merci à vous pour votre émission. Mais remercier la CBG pour nous avoir offert 2 sacs de riz à tous les travailleurs, même les sous-traitants à Kamsar. C'est M. Tidiane Diallo qui nous a envoyé ce message. C'est à saluer, hein, la CBG. Merci beaucoup pour ça. OK, pour les 2 sacs de riz. Merci à vous. David, bonsoir. Sacs de riz aussi. Moi, je ne suis pas de la CBG. Et vous n'avez pas une entreprise qui est liée à la CBG? Bon, je suis de la RTG. Vous êtes un homme d'affaires. Je suis de la RTG. Lansana Mabinti Kamara, depuis Koronti, commune de Kaloum. La meilleure solution pour l'application du protocole d'accord, c'est l'implantation des magasins témoins. C'est Lansana Mabinti Kamara qui nous a envoyé ce message. Ces magasins témoins, c'est l'État. Non, mais les magasins témoins, à l'époque, même si Soirée a refusé de dire que ça n'a pas marché. Il l'a dit. Non, mais il a laissé les gens tranquilles. J'ai dit que les magasins ont existé. Ont existé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, parce que les magasins témoins. Il ne parlait pas de ça. Les magasins témoins, non. Il a donné l'exemple. Il parlait des magasins témoins, il ne parlait pas, ça dépend de son angle. Non, il parlait de magasins témoins. Ça ne dépend pas de son angle. Son angle était de dire que relancer les magasins témoins, ça serait un autre échec. Non, il a dit que les magasins témoins étaient là et les prix étaient contrôlés. C'est ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas dit ça. C'est ce qu'il a voulu dire. Pourquoi dire dans ses pensées? Il n'a pas dit ça. Beaucoup ont compris comme ça. Vous êtes le seul, on ne vous en veut pas. Allons-y, maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il appartient à l'État de créer les conditions pour que les prix soient acceptables. Concrètement, quelles conditions, par exemple? Les conditions, comme par exemple, pendant cette période sensible, renoncer à un certain nombre de taxes. Mais c'est ça qui est fait. Non, parce que vous me demandez, je dis, c'est ce que l'État est en train de faire. C'est-à-dire, c'est pas à l'État de dire que toi qui as payé ton sac de riz qui est arrivé au port ou qui t'arrive dans ton magasin à Madina à 200 000, il faut le vendre à 180 000. Non. Il y a un prix minimal et il y a un prix plafond. Voilà, maximal plafond. Pour ne pas que ça dépasse. Il y a une fourchette. Maintenant, ce dont nous parlons, Alpha, l'État a fait ses concessions. Est-ce que sur le terrain, c'est concret maintenant? En attendant, c'est déjà concret. Voilà. C'est déjà concret parce que le riz qui était vendu avant le Ramadan à 270 000 n'est pas monté à 280 000. Donc ça, c'est déjà, on peut dire... Quel impact si l'État a fait des concessions et on continue à vendre à 270 000? Ça a changé quoi concrètement? Parce que la demande étant très forte, on s'exposait. Connaissant un peu l'histoire, on s'exposait à une flambée. On s'exposait à une flambée, mais déjà le fait d'anticiper permet aujourd'hui de maintenir les prix. Geler les prix. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Pour le consommateur. Même ceux qui ne donnent pas suffisamment de dépenses, il faudrait bien qu'ils pensent à donner un peu plus s'ils veulent manger suffisamment de crevettes la nuit. Voilà, d'accord. Non, ça là, mon énergie, j'attends 19h. Non, quand même. 19h, on sera plus sur le plateau. On ne sera plus sur le plateau. Crevettes et tous les accompagnements, et donner ce que vous avez l'habitude de donner, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, on a compris ça. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à notre thématique. En tout cas, on suivra ça de près tout au long du mois de Ramadan pour les musulmans et jusqu'à ce que le carême pour les chrétiens prenne fin. On suivra comment ce protocole d'accord est suivi sur le terrain, fonctionne. Est-ce que les prix vont connaître une augmentation légère ou bien ça va rester à quai? Ou peut-être, comme le souhaitent beaucoup de consommateurs, ça va diminuer. On suivra ça et nous en parlerons sur ce plateau de Grand Angle. Dans un instant, on va revenir à la question des déguerpissements. On recevra sur ce plateau monsieur Mamadou Yaya Diallo. Il est architecte, il est de l'ordre des architectes de Guinée. Il sera sur ce plateau juste après la pause.
face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique. De retour donc sur ce plateau pour parler de ces opérations de déguerpissement qui sont toujours en cours à Conakry. De nombreux Guinéens saluent ces opérations parce que ça change l'image de notre capitale. L'air circule beaucoup plus dans les quartiers. On respire l'air pur provenant de la mer. Conakry, on le sait, c'est une ville côtière, mais qui était ces derniers temps beaucoup bloquée par-ci par-là à travers les occupations anarchiques. Et en plus de ça, il y a la circulation qui est devenue plus fluide à certains niveaux, en tout cas au niveau des marchés, là où il y avait pour aménager les espaces libérés. Que faut-il faire pour ne pas que cette opération, comme les précédentes, tombe dans ce qu'on appelle les feux de paille? Pour en parler, nous recevons Mamadou Yaya Diallo. Il est architecte et membre de l'Ordre des architectes de Guinée. Monsieur Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Téliré jusqu'à Conakry. Oui. Le ramadan, ça débute bien? Oui, ça débute très bien. Ouais. Oui. Mais déjà, Téliré, c'est où? C'est dans la préfecture de Mali. C'est une sous-préfecture. Non, je fais exprès pour demander. Ouais. Je connais. D'accord. Merci. Il y a beaucoup de Téliré, je voulais me rassurer. D'accord. Provocation qu'il y a. Provocation qu'il y a sur ce plateau. Je fais une confidence. J'ai fait ma 6e année à Téliré. Ok. Voilà. Donc c'est pour vous dire que je connais. Bien. J'ai fait toute une année là-bas. D'accord. Seulement. Et vous n'avez pas connu M. Mamadou Yaya Diallo? Non. Lui n'était plus là-bas. Il était déjà dans l'architecture. Alors, Monsieur Diallo, première question, toute bête. Comment vous trouvez cette opération en cours dans le Grand Conakry depuis un moment? Comment vous la voyez? Comment vous voyez les résultats obtenus déjà? Nous saluons quand même, franchement, on est très contents de ça. Ouais. Vous devez un peu élever la voix, sinon souvent nous dénonçons, nous disons de libérer les emprises. Vous savez qu'actuellement, ça crée des accidents. Et nous saluons les autorités pour ça, franchement. En tant qu'architecte, membre de l'Ordre national. Et vraiment, nous saluons cet acte-là. Mais est-ce que vous craignez que cette opération, comme les précédentes, s'arrête aussi? Vous avez cette crainte quelque part dans votre tête? Ou bien vous êtes sûr que cette fois-ci, c'est la bonne? Bon, ce qu'on peut dire, c'est ce désir d'aménager, mettre les parterres, par exemple, et traiter très bien, à l'image des autres pays. Vous savez qu'aux abords des routes, on doit traiter très bien, mettre... suivant les règles de la Constitution. Oui, monsieur Diallo, justement, c'est là que vous devez intervenir. Quand vous parlez d'aménagement, déjà, vous avez vu ce qui est fait. Vous êtes guinéen, vous connaissez Conakry, vous savez plus ou moins les endroits qui sont dégagés. Est-ce que vous, au niveau de votre structure, vous avez déjà pensé au plan d'aménagement que vous allez peut-être proposer sur le plan local au niveau des délégations spéciales, du gouvernorat, des départements, pour ne pas que vous restez là à observer? Il faut agir là, parce que l'argent se fait ailleurs. National, vous savez que depuis fort longtemps, on avait déjà élaboré un code d'architecture, chose que jusqu'à présent, le code dort dans les tiroirs au ministère de... Oui, mais là, on parle de quelque chose qui est concret, là. C'est ce qu'Idriss a dit, les espaces dégagés, là. Oui, les espaces, là, tous ceux-là font partie. Par exemple, et quand on parle aussi des causes, coefficient d'emprise du sol et coefficient d'occupation du sol. Donc les parterres, les emprises aussi font partie de ce code-là. Je pense que si on validait ce code-là... Non, monsieur Diallo, ce qu'on va faire, on va laisser le code à côté. Non, mais il faut la loi d'abord. Nathan, on va laisser un code. Laisse-moi finir. Oui. On va laisser le code peut-être à côté en attendant que le code ne soit validé. Faites des propositions concrètes par rapport aux endroits qui ont été déguerpis pour un plan d'aménagement. C'est ce que j'en viens, parce que vous savez qu'une ville doit avoir un plan directeur, et ce plan directeur ne peut vivre que 15 ans. Vous savez que Bana Sidivi, père à son âme, qui nous avait fait un plan, c'est avec ce plan, c'est limité vers T6 comme ça.
Bon, il faut qu'on améliore. Vous savez qu'une ville, c'est une continuité. À tout moment, il faut qu'on améliore. On traite les emprises par des parterres, par des arbres, et à l'image des autres, avec aussi les panneaux de signalisation, les passages piétons. Évidemment, et je pense qu'avec ça, les gens ne viendront pas reprendre encore, occuper encore. Idriss, soirée. Oui, alors, vous avez parlé de ce code qui n'a pas été encore validé, mais est-ce que vous êtes en train de faire des démarches? À part ce code, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'Ordre des architectes peut faire pour apporter un plus à ce que l'État est en train de faire? Est-ce que vous proposez vos services? Oui, évidemment, vous savez que chaque 2 ans, nous organisons des assemblées. Et cette fois-ci, nous voulons que notre ministre participe à cette assemblée-là pour qu'on puisse profiter et les expliquer et en même temps les montrer l'expertise que nous voulons prévoir à l'avenir. Ok. Est-ce que vous pouvez nous définir un tout petit peu ce que vous voulez également? Par exemple, on a dégagé COSA. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Justement, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, les arbres, les parterres. Planter des arbres. Des dalettes. Ouais. Tout ça, je pense que c'est important. Parce que, à l'image des autres, quand vous avez votre valise, vous voulez voyager, vous n'avez pas besoin de mettre les valises là, sur les caisses ou autres là. Vous pouvez même dérouler votre valise par les dalettes là, tellement que c'est propre. Donc quand c'est propre, les gens n'auront pas l'engouement de jeter les ordures ou autres là. Mais si on laisse comme ça, si vous mettez les dalettes, les gens viendront petit à petit. Les petits vendeurs vont trouver que c'est bien aménagé. On sait ça là, et puis on va au café noir et café, voilà. Voilà, donc c'est ça. Oui, moi, est-ce qu'il y a un type d'aménagement, connaissant un peu la témérité du Guinéen, les difficultés qu'il y a à lever ces dames, aujourd'hui encore, il y en a qui grévaient pour dire qu'elles ne vont pas quitter, à Sanoya notamment. Est-ce qu'il y a une façon d'aménager, pour un aménagement qui ne puisse pas permettre un retour des occupations anarchiques? Est-ce que chez vous, il y a ce type d'aménagement qui ne donne vraiment pas la chance de revenir? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour dissuader les gens à revenir? Oui. Le type d'aménagement, quoi ça, par exemple? Vous savez que c'est ce qu'on a dit, le plan directeur. Le plan directeur, ça englobe beaucoup de choses. Donc les routes, les parterres, les dalettes que je parlais. Monsieur Diallo, si vous prenez l'exemple sur les pays qui nous entourent, là, ça ne marchera pas ici. Hein. Parce que, non, ça ne peut pas marcher. Parce que les gens sont habitués déjà à l'occupation anarchique. Donc, si on fait la même chose... Comme les autres pays, hein. Si on fait la même chose, je ne pense pas que ça va marcher. Quand vous prenez même la Côte d'Ivoire, il y a eu des gros efforts ces derniers temps. Il y a eu la casse là-bas aussi. Absolument. La casse partout. Oui. Ce n'est pas en Guinée seulement. Oui. C'est comme ça, il faut qu'on accepte. Il faut créer la loi aussi. L'État aussi peut créer encore au moins des tickets. Des tickets. Des tickets pour faire quoi? Devant les devantures comme ça, parce que moi j'ai vu ça en Europe, à Manhattan, où un de nos voisins où leur devanture était sale, ils ont mis ticket là-bas pour qu'ils aillent payer. Donc le lendemain il est venu, il a envoyé l'équipe, ils ont rendu là-bas très propre. Donc je pense qu'avec les règles comme ça, des types de règles comme ça, avec des tickets comme ça, et biométriques, et ça ils pourront obligatoirement rendre propre les abords. Alors, à Conakry, qu'est-ce qui ne va pas, selon vous? Ce qui ne va pas, vous savez que les gens ne respectent pas. Dans le domaine architectural, bien sûr. On ne respecte pas. Et les architectes sont marginalisés. C'est nous qui avons les compétences requises pour organiser notre ville. Aujourd'hui, les architectes, il y a des maçons qui font les plans, il y a des menuisiers qui font les plans, et on laisse aussi les entreprises n'importe comment. Il y a des personnes, des sociologues qui créent des entreprises qui ne savent pas comment aménager. Donc, vous coûtez très cher. C'est pourquoi les sociologues créent. Non, c'est pas ça. On n'est pas cher. Je pense qu'à l'image des autres pays, vous avez vu ce qui s'est passé les architectes ivoiriens, ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé d'attirer l'attention aux députés pour qu'ils votent pour une loi et la population et concernant les ventes de parcelles. Maintenant, en vendant les parcelles, il faut que l'État délivre un papier pour éviter les conflits domaniaux, quoi. Est-ce que domaniaux. Je m'excuse. Donc c'est comme ça. Ouais. Alors,
Est-ce que à la suite de cette opération, les espaces qui sont déjà libérés sont là? Vous avez prévu, par exemple, de rencontrer le ministère, par exemple, c'est pas de l'urbanisme, pour lui dire à tel niveau, par exemple, il y a par exemple les plaques pour les bus, il y a les dalettes, vous avez parlé de ça. Est-ce que vous avez mis ça quelque part dans un plan pour les rencontrer et leur proposer ça le plus tôt possible pour éviter que les gens reviennent? Évidemment, on a fait des réunions pour ça et c'est pour cela qu'on a des réunions entre vous ou bien avec le département? Entre nous. Vous les architectes? Nous les architectes nationaux. Pour au moins recevoir le ministre, parce que d'habitude nous faisons les assemblées sans le ministre de tutelle. Maintenant, nous voulons profiter pour qu'il participe à notre assemblée, quoi, pour qu'on puisse dégager tout ça et les présenter encore. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en retard, l'ordre des architectes, parce que vous êtes moins visible sur le terrain? Ça ne veut pas dire seulement qu'il faut que votre code passe pour que vous soyez visible sur le terrain. Vous savez que si vous n'avez pas de pouvoir, comment vous pouvez intervenir? Mais comment vous allez avoir le pouvoir si vous n'êtes pas suffisamment dynamique? C'est à travers ce code-là qu'on peut au moins avoir... Je sais. Oui, juridique aussi, ça fait partie. L'organisation, tout est dedans. On ne peut pas fonctionner, une ville ne peut pas fonctionner sans les règles de la Constitution. Il faut que nous respectons les règles d'urbanisme, les règles d'architecture, et pour que ça fonctionne, pour que nos villes soient très bien organisées, et on ne peut pas marginaliser les architectes. Oui, mais M. Diallo, est-ce qu'en attendant, ça avance? Alpha est en train de construire peut-être dans Dubreka ce qu'il veut. Non, plein qu'on a créé, mon frère. Voilà, en attendant, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Au moment où le code sera accepté, tu viens par exemple à Koza, vous avez prévu dans votre plan qu'à Koza qu'il n'y a que des duplex R+1 avec un plan... En fait, il nous faut des plans comme ça. Vous voyez, je ne vais pas citer l'exemple, mais vous partez dans un pays par exemple, on vous dira sur cette zone, on ne construit que ce type de maisons. Déjà, quel type de couleur? Exactement. Quel type de couleur? Comment Maroc, la devanture doit être aménagée? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qui rentre en compte? On n'a pas ça ici. Ali Moussouare fait ce qu'il veut. Amoud Alpha fait ce qu'il veut. Mamadou Salou fait ce qu'il veut. Au finish, quand le code sera accepté, qu'est-ce qu'on va dire? Ça, tu verras qu'on ressemble vraiment... Je ne veux pas lâcher le mot, mais voilà. Vous savez que l'analyse urbaine, ce qu'on appelle l'analyse urbaine, c'est de penser aux acteurs. En général, par exemple, les architectes, les urbanistes, parce que nous avons fait tronc commun, architecture et urbanisme, c'est ce qu'on a fait. Donc je pense qu'on est bien placé pour ça. Et l'analyse urbaine qu'on parle là, je répète toujours, c'est là-bas qu'on parle COS, coefficient d'emprise du sol, coefficient d'occupation du sol. C'est là-bas qu'on peut déterminer tout, mais on ne peut pas étaler tout devant vous ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, M. Diallo, dites-moi. Il ne veut pas que quelqu'un reste là-bas qui veut devenir architecte, il va noter quelque part. L'occasion nous permettra, quand il valide le code, je sais que peut-être un jour je serai là pour faire l'expertise de tout ce qui s'agit de nos organisations, ce qu'on a prévu par rapport au Carrefour, ainsi de suite. Vous savez qu'actuellement, nos autorités, nous les félicitons, il y a eu beaucoup des avancées quand même concernant les emprises, parce qu'on a vu les dégazements, ce n'est pas comme d'habitude. On dégaze, un peu on laisse, on fait semblant. Mais maintenant, ils ont dégazé totalement. Et les carrefours, l'accès est là, la circulation est fluide, ça passe. Je pense qu'à l'avenir, si on traite les emprises là très bien, on met les arbres, on met les talettes qu'on veut, on fait participer les acteurs en général, nous pourrons relever ce défi-là. Alors, M. Diallo, dites-moi, pour quelqu'un qui ne connaît pas, moi par exemple, j'ai ma parcelle, je veux construire, à quel moment l'architecte doit intervenir? L'architecte intervient une fois que vous avez votre parcelle, vous essayez de consulter un cabinet d'architecture. Là, le cabinet, sa composition, il y a des ingénieurs dedans, il y a des topographes dedans, et ce n'est pas l'architecte seulement qui travaille. Et l'architecte va décaisser le topographe, ils vont faire les études zoologiques, les études qu'on appelle sondage. C'est avec ce sondage, les résultats là qu'on peut calculer les ferraillages. Et l'architecte aussi, les architectes font les conceptions.
les conceptions et ensemble, on monte le dossier, et on vous remet le dossier. C'est avec ce dossier-là que vous allez... on va vous accompagner pour que vous déposez ça au ministère de l'Urbanisme pour obtenir le permis. D'accord. Je comprends pourquoi vous savez, actuellement, je ne vais pas répondre, mais j'ai compris. Le permis pour l'octroyer, ça fait déjà dépassé l'étape là. Les 90% de nos sentiers n'ont pas de permis. Ouais. Et ça aussi, c'est un autre défaut. Il faut que l'État nous vienne en aide pour qu'on puisse relever ces défis-là. Non, ce n'est pas à vous que l'État viendra. L'État viendra en aide à lui-même. Parce que construire sans permis, c'est un problème. Mais c'est l'État qui contrôle. D'accord. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce déguerpissement et l'assainissement? Parce que beaucoup pensent que l'opération a été lancée avec en tête dégager et assainir les espaces publics. Oui, ça a Il y a un rapport. Parce que vous savez qu'occuper d'abord une zone qui appartient à l'État, ça demande déguerpissement. Assainir, là où on devrait occuper, on n'a pas occupé. Donc, forcément, il faut qu'on occupe. Je pense que ça aussi... Non, pas l'assainissement dans ce sens. L'assainissement au sens propre du mot. Enlever les saletés. Enlever les saletés. Les deux vont ensemble. Oui. Assainir, c'est enlever la saleté. Donc, je pense que... en privatisant, je pense que... Non, c'est pas dans ce sens-là. Non. Cosa, par exemple, sur la chaussée. Prenez l'exemple toujours sur Cosa. C'est ce qui me vient en tête. C'est ce qu'il connaît. C'est ce qui me vient en tête. Mais pourquoi il peut pas prendre l'exemple sur Cosa? C'est Cosa qui me vient en tête. Oui. Cosa en tête. Non, mais c'est Cosa qui me vient en tête. D'accord. Non, rien de tout ça. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que également il y a certains espaces ici, si on pouvait les privatiser? Parce qu'il y a des espaces aujourd'hui qui ont été déguerpis, mais... Le lac de Sonfonia, par exemple, où on peut privatiser, les gens peuvent venir également travailler. Pour des loisirs. Aménager. Oui, évidemment, mais vous savez que... Vous avez tout ça dans votre code, là. Actuellement, notre pays n'a pas tellement les moyens pour ça. Pourquoi notre pays n'a pas de moyens? Pourquoi? Vous avez vu ce qu'on a occupé, les bas-fonds de Sonfonia? Non, de Tayaki, là. Monsieur Diallo, vous êtes au pays des Simandou, là, et puis vous dites qu'on n'a pas les moyens pour ça. Non, il n'y a pas quelque chose que l'État n'a pas les moyens de faire. Prévenir vaut mieux que guérir. Vous savez que les autres pays, ils ont les moyens, ils ont les techniques. La technologie est très bien évoluée. Ils peuvent prévoir ce qu'ils doivent venir, par exemple. Mais nous, on ne peut pas prévoir. Les drames ou autres là qui viennent là, ils peuvent dire les populations, tel jour, il y a tel événement qui doit venir. Oui, mais là nous parlons de l'occupation par exemple des espaces dégagés. Le lac de Sonfonia par exemple, est-ce qu'on peut l'aménager? Quand il pleut beaucoup, quand il y a des drames, la saison sèche, on prend la tête, on vient, on ne peut pas secourir les victimes. Donc par rapport aux autres, ils ont les hélicoptères, les trucs, ils peuvent facilement évacuer la zone. Je ne me retrouve pas dans votre réponse à la question de soirée. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a ces lieux qui ont été déguerpis qu'on peut privatiser, donner à des privés pour aménager afin de... mais c'est l'espace public quand même. Pour que je marche, je ne vais pas être obligé de payer. Moi, je pense que c'est l'État qui devrait s'occuper de ça parce que vous savez que côté tourisme, à l'image de Singapour ou autre là, il y a des pays, vraiment leur économie est reposée sur le tourisme. Il ne faut pas qu'on minimise aussi, qu'on se repose souvent au bauxite, à nos mines. Il ne faut pas qu'on dise que vraiment c'est les mines seulement qui vont nous donner l'argent. Il faut qu'on profite aussi à travers le tourisme, à travers des créations comme ça, les sites touristiques, qui peuvent attirer les gens de venir dans notre pays. Mais si les gens ne font que sortir, ne viennent pas, et je pense que nous perdons aussi, l'État aussi est en train de perdre. Donc, aménager, c'est l'État l'État aussi aménage ça, il privatise, il donne une structure, il crée une structure pour gérer ça. Je pense que ça peut être rentable aussi. Oui, Alpha, et puis on prendra quelques questions des téléspectateurs. Vous avez parlé du métier d'architecture, mais entre vous et les ingénieurs, par exemple, souvent on sait que la différence n'est pas grande, ou peut-être qu'elle est grande, je dis n'importe quoi. C'est quoi la part pour chacun d'entre vous? Et qui marche sur l'autre actuellement? Non, c'est l'architecte qui emploie l'ingénieur. Ça, tout le monde le sait. En principe? En principe, vous savez que l'architecte est le seul maître du terrain. C'est à lui qu'on affiche sur les barrières là.
qu'on affiche. Mais l'ingénieur, ce n'est pas un seul ingénieur qui est là-bas. L'ingénieur, lui, il s'occupe des calculs. Calculs de ferraillage, les suivis des bâtiments. C'est eux qui font les plans aujourd'hui? Non, mais c'est pour cela qu'on dit que c'est dans l'anarchie. Nous parlons dans la logique. Donc, si la logique nous dit que vraiment, c'est l'architecte d'abord qui fait les conceptions, c'est lui qui signe le plan, il met son cachet, et c'est avec ça qu'on dépose au ministère de l'urbanisme pour obtenir le permis. Ce n'est pas aux ingénieurs de faire les plans. Et les ingénieurs, leur rôle, c'est de calculer le ferraillage, calculer le système de ferraillage, calculer les devis, les bétons. C'est ça leur rôle, en fait. Donc les autres là, c'est eux qui s'occupent des conceptions. Les conceptions, c'est aux arts de la beauté, la fonctionnalité. Parce que vous verrez, actuellement, il y a des projets ici où, quand vous rentrez dedans, c'est obscur. Il faut que vous utilisez avec une torche pour que vous puissiez circuler dedans. Et il y a des créations, que ça soit fonctionnel et en physique architecturale, évidemment. Et vous savez que si un projet est mal conçu, ça peut créer une maladie, des maladies. Par exemple, des maladies. Vous pouvez rester dedans et ça vous crée des maladies sans que vous sachiez que vraiment que votre projet n'est pas très bien exécuté. Donc si c'est très bien, c'est fonctionnel, la ventilation est là, tout est là, et je pense que c'est intéressant. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut qu'on toujours... Là, il y a un terme qu'on dit, quand la structure va, tout va. Donc c'est pour cela. Allez, oui, Idrissa, avec... Ok, merci. Bonsoir, c'est M. Keita Kelefa depuis Amdallah. Par rapport au prix d'arrêt de première nécessité, l'analyse que je fais par rapport à ça est que vous devriez rappeler beaucoup au département inspection et contrôle qualité qui doivent beaucoup se bouger. Ils sont absents dans ce pays. Ils attendent toujours que l'argent tombe pour sélectionner les partenaires avec lesquels ils n'ont pas d'intérêt pour menacer, faire du bruit. Après, ça c'est encore, c'est pas sérieux dans ce que les gens sont en train de faire ici. Bonsoir à Grand Angle, ce déguerpissement. Ces déguerpissements n'ont pas pour le moment de sens si ces endroits ne sont pas aménagés, mais surtout si on laisse les véhicules garés n'importe où, comme ça se passe actuellement, ce monsieur Keita qui nous a envoyé ce message. Lansana Mabinti Kamara, sincèrement parlant, l'acte est à saluer déjà. On commence à respirer de l'air pur et la circulation aussi est fluide, surtout dans les grands marchés. Seulement, il ne faut pas que cela soit un fait de paille. Lansana Mabinti Kamara, merci à vous. Salut à kilomètre 36, les femmes reviennent petit à petit sur les routes vers la gare de Kindia. Veuillez inviter le ministre des Sports sur les chantiers de stade qui ont fait plus de 2 ans. Est-ce qu'il y a la spécialisation dans l'architecture? C'est une question qui a été posée. Vous allez revenir sur ça. C'est Barry Mokhtar Sangoya, s'il vous plaît. Aidez-nous pour les enfants qui jouent au ballon dans les rues au moment que les gens se reposent et vont au travail le matin. Ceux qui se reposent, c'est comme les Cissé le soir. Mamadou Selou depuis Kaporo, fait en Guinée, pauvre pour pauvre, riche pour riche. C'est ainsi on vit en Guinée. Le gouvernement n'a rien à faire dans ça. Je n'ai pas compris. Monsieur Ousmane Soumaoro depuis Sokurula, rien n'a changé ici d'abord concernant les prix. Monsieur Bereté, merci l'ensemble pour une bonne application de ces prix. Il faut un contrôle rigoureux sur le marché et des sanctions aux désobéissants. Mon papa Idrissa Cissé, pardon, n'envoie pas le ramadan à 40 mois. Oui, c'est vrai, et puis il a fait exprès. Hein. 40 mois, ça c'est des années. Hein. Ce qui veut dire que 3 ans, ça fait 36 mois déjà. Donc ça reste 6. C'est 3 ans et demi. Oui, monsieur Diallo, moi je voulais quand même savoir aujourd'hui les architectes, c'est vrai que vous cherchez encore, hein, mais on imagine que les choses vont rentrer dans l'ordre parce que voilà, il y a une nouvelle dynamique qui est là. Oui. Mais voyant la topographie de Conakry, la physionomie de Conakry, quel type d'architecture pour que cette capitale puisse avoir sa marque? Comme on dit, Conakry est une capitale qui n'a pas d'orgueil. C'est-à-dire, quand tu viens à Paris, c'est la Tour Eiffel, tu pars à Dakar, tu sais que c'est la Statue de la Liberté. Mais Conakry, du point de vue architectural, il n'y a rien que tu puisses retenir de Conakry.
Oui, effectivement, vous savez que... La même question vous avez été posée lors de votre précédent passage ici. On était en train de voir comment créer... vous êtes encore en train de voir encore, M. Diallo? Non, vous savez que c'est pas quand vous dites on est en train de voir, ça veut dire... vous êtes dans le code peut-être. Il faut le code pour commencer. Le code là, il faut qu'il y ait une proposition. Oui, concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Bon, il faut qu'on a ça quand même. Vraiment, nous sollicitons d'avoir cette tour-là de 100 mètres au moins, ou 200 mètres à l'image de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Et cette tour-là pourrait ressembler à quelle image, par exemple? Comme Brandy. Oui. On est en train, déjà... Oui, le masque d'Imba. Les vidéos sont en train de circuler que notre ministre Et ça va être sur les hauteurs de Kourouma en principe? Déjà, ils sont en avance, je pense qu'ils ont déjà publié ce projet-là. Et à l'avenir, nous verrons ce qu'il faut. Ok. D'accord. Mais en termes de construction même, du point de vue large, au-delà de ces statuts de façon particulière, est-ce que c'est une capitale où il faut privilégier des constructions en hauteur? Qu'est-ce qu'il faut réellement? Architecturellement parlant. Vous savez que nos littoraux, d'abord, les abords de route, quand ils arrivent à dégager ça, il faut qu'on pense aussi... vous savez que Conakry devrait être la perle de l'Afrique de l'Ouest par ses littoraux. Et aujourd'hui, les littoraux et les abords de la mer, tout est occupé. Oui, les bordures de mer, l'air ne remplit plus beaucoup. Là où l'eau, on construit n'importe comment. Il faut qu'il y ait pas de réel corniche. plan directeur. Le vrai plan directeur, c'est l'analyse urbaine. Il faut qu'on fasse. Mais il y a un plan directeur pour Conakry. Non, mais ça. Le plan directeur que nous parlons, et ça, c'est déjà. Il faut qu'on le rénove. Ça, 15 ans. Mais après, la route va s'arrêter quelque part parce que quelqu'un a construit entre-temps. Peut-être ce qui a été fait lors de la Première République. Il y a des villes qui se créent. Si on ne fait pas attention, Conakry, Kindia, finalement... on va avaler l'espace là. On va avaler tout. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un plan directeur. C'est ce plan directeur-là qui parle de l'analyse urbaine. L'analyse urbaine que nous parlons là, c'est les occupations. Classer les zones qui ne sont pas habitables, les zones à risque, les zones qui sont à travers les topographes, les spécialistes à la matière. On trouve une solution, un plan directeur. Chaque 15 ans, on le rénove. Vous savez que Bana, ce qu'il avait fait, tout est... On a dépassé ça. À l'époque, on a pris au XXIe siècle. 2 millions peut-être d'habitants. Par exemple, les arrêts bus, la circulation que nous parlons, malgré que c'est dégagé, les arrêts bus que nous parlons là, ailleurs, en Europe ou en Amérique où j'ai voyagé, je pense que les arrêts bus là, il faut qu'on améliore tout ça là, on met les arrêts bus, on met ça... Mais il n'y a même pas de ligne de bus. Là, il n'y a même pas de ligne. Quand tu rentres dans ton téléphone, tu quand il y a bus. à travers GPS... Non, les bus arrivent. Moi, je souhaiterais que vous partiez... Mais vu que c'est vrai, bon, j'ai deux questions, je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Ce code-là, qu'est-ce qui bloque ce code? Parce que j'ai l'impression que tout est lié à... Qu'est-ce qui bloque ce code? Pourquoi c'est pas... Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi c'est bloqué? question. Oui, mais vous avez mis les démarches jusqu'à où? À quel niveau? Suffisamment, M. Diallo. À quel niveau? Vous n'êtes pas très chaud, on dirait. Oui. À nous signaler, il y a tel point qui nous empêche de vous attendez qu'on vous signale, il faut vous signaler. Le dossier, quand vous avez fait le dossier, vous avez déposé à quel niveau? À tout moment, on est en train de rappeler, on est en train de signaler. Ce qui ne s'est pas perdu entre-temps dans les tiroirs du ministère. Vous avez déposé le dossier à quel niveau? Ça fait au moins 15 ans. Depuis que vous avez déposé le dossier. Ça y est, il faut reprendre. Non. Ça, il faut reprendre. Même ce plan-là, il a besoin de révision alors. Même ce dossier. Même le code là. Non, on a une nouvelle loi fondamentale. Et vous parlez de 15 ans derrière. À tout moment, on est en train d'améliorer, envoyer. Ça, c'était sous Dadis ou sous Lansana Conté? Il y a 15 ans. 15 ans. Maintenant, ça doit être sous Alpha Condé. Non. Oui, ça doit être sous Alpha Condé. Bien sûr, c'est 15 ans. Monsieur Diallo, maintenant, voilà ce que moi je vous propose, l'ordre des architectes. Au fait, il faut, je crois, en attendant qu'on nous réveille ce code, en attendant qu'on nous réveille le code, aller sur du concret. Par exemple, vous parlez des arrêts bus. Faites un plan d'aménagement par rapport à ces arrêts bus. Vous déposez au niveau du ministère des Transports. Vous faites un plan d'aménagement au niveau des ronds-points. Vous déposez au ministère de l'urbanisme. Ouais. Allez sur ces points. Mais s'il faut attendre que le code qui dort depuis 15 ans qu'on le réveille, est-ce que ce n'est pas par manque d'arrêt d'ailleurs que les bus ne sont pas... Oui, c'est ce que ça ne facilite pas la circulation. Parce qu'ailleurs, tu peux s'arrêter
à l'arrêt là-bas, tu attends les bus là-bas. Ouais. Mais M. Diallo, le problème c'est que... Ça va réduire. Mais si tout est concentré au carrefour, chacun veut se concentrer au carrefour, je pense que la circulation, même si on dégage tout ça là, ne sera pas finie. On a besoin de 15 ans, il y a des on est en train d'améliorer. On a eu un architecte ici comme directeur national, Alphamar, AOB. Il est parti, finalement... Oui, le code, à César, ce qui appartient à César, c'est tout. Oui. Maintenant, vous attendez le code pour commencer à travailler Conakry. Oui. En attendant, nous, on attend d'avoir 200 000 pour acheter un sac de ciment et continuer à placer les briques. Le sac de ciment, ce n'est pas 200 000. Hein. Non, c'est un exemple que j'ai donné. Ouais. Il fait semblant. On ne connaît très bien le prix du sac. Par exemple, où se trouve une zone sismique, où se trouve une zone inondable, où se trouve une zone telle. Pendant ce temps, vous n'êtes pas en train de faire votre travail. Comment on va se retrouver? Parce que, comme vous l'avez dit... À chaque assemblée. Oui, mais nous, on ne connaît pas votre assemblée. On envoie. Oui, nous, on ne connaît pas vos assemblées. Écoutez, M. Diallo, nous, on ne connaît pas vos assemblées. Ce que nous connaissons... Des fois, on invite les journalistes. Quand il y a une parcelle vide ici, on achète et puis on commence à construire. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous savez ce qu'on attend de vous? Je ne vais pas citer Koza, t'inquiète. Qu'on dise par exemple, la zone de Kobaya, de telle localité à telle localité, on ne doit pas construire des maisons R+2. On ne doit pas construire des maisons, maisons par terre avec tel. Pavillonnaire, exactement. C'est ce que nous attendons. Mais si vous nous dites qu'il faut attendre que le code soit validé... Et quel code? Depuis 15 ans. Mais c'est la base de tout, hein? Oui, mais... Oui, on est d'accord, mais 15 ans derrière, c'est quand même caduc, quoi. Mais il vous a dit qu'il réactualise. Il réactualise. À tout moment, on actualise à chaque 2 ans. Il y a un format PDF qu'on réactualise régulièrement. Cette fois-ci, nous voulons que le ministre participe à notre assemblée pour qu'on puisse lui soumettre encore. Et quelle garantie vous avez qu'il va participer? Non, il nous a donné d'abord, parce qu'on devrait faire le 13, il nous a donné la parole. On a reporté. De l'urbanisme. Oui. Okay. Le ministre de l'urbanisme. En attendant, M. Diallo, est-ce qu'il y a des zones à Conakry qui ne sont pas favorables pour la construction, comme il a dit, des immeubles? Oui. Par exemple, quand vous parlez à Tayaki, là, Tayaki qu'on est en train de construire là. La nouvelle ville de Conakry. C'est pas n'importe qui peut construire ça. Donc, faire des immeubles. Et quand on parle aussi Fossidé, Fossidé, vous savez que c'est des lacs qui sont là-bas, les abords, les bas-fonds, parce qu'il faut laisser 100 mètres entre la mer et l'autre là. Il faut qu'on laisse 100 mètres. Justement, maintenant, c'est ce qu'on attend de vous, M. Diallo. Donc, c'est ça. Honnêtement parlant, non, au fait... Mais pendant qu'il vous parle, il y a des gens qui sont en train de ramener l'essentiel est que le message passe. En bas des montagnes. Tout ça là. Parce que nous, on attend que la directrice ou bien le responsable de on a vu récemment qu'il y a eu éboulement à Koya. Il y a eu de morts d'hommes. Est-ce qu'à ce niveau, ce sont ceux qui ont acheté qu'on peut accuser ou bien c'est vous les architectes parce que vous avez fait vos plans là-bas? Bon, vous savez que la responsabilité est partagée, mais je pense que l'État aussi, ils font partie parce que c'est eux qui donnent le permis. Normalement, selon les règles, on ne doit pas construire sans le permis. Quand vous n'avez pas le permis, vous n'avez pas droit à construire. Mais quand on vous délivre le permis, ça veut dire qu'on... Non, monsieur David, parle de place. Au fait, le souci, je ne vais pas vous apprendre ce que vous devez faire, mais voilà ce qu'on attendait encore de vous. Vous avez par exemple Mania, vous avez vu des maisons là-bas, vous êtes plus professionnel, vous connaissez plus que nous. Vous faites une petite communication. Si au niveau du ministère de l'Urbanisme, on a du mal, on ne veut pas valider votre code, mais vous faites une communication. Nous, l'Ordre national des architectes, on a vu que les gens sont en train de construire à Koya. C'est pas normal. Et ça continue. Ça continue. Vous dénoncez. Mais si vous restez tranquille, au même moment, ce n'est pas que Mania, par endroit, vous avez parlé de Fossidé tout de suite là. Les gens sont en train de construire. Mais vous êtes là, vous voyez, ça vous dit, OK, mais comme le code n'est pas validé, on attend. Vous n'aidez pas. Vous savez que quand on marginalise
C'est pour cela qu'on ne vous victimisez pas, malheureusement. Sortez de ça, dénoncez, faites votre travail. Le reste, ça va venir. Ça se passe sur le plateau d'or. David, quand vous commencez à construire et que vous voyez un architecte qui vient vous demander un permis ou quoi, on connaît un peu la réaction. Le permis. Non, c'est juste un exemple. Est-ce que vous avez fait toutes les démarches? Ils doivent en principe accompagner. Vous connaissez très bien la réaction du Guinéen aussi. C'est pas souvent facile, hein? Oui, on est d'accord. Mais il faut proposer également. Justement, tu communiques. Est-ce que vous avez eu à tirer la sonnette d'alarme en voyant la construction? 80%. Non, pas de permis. Parce que les plaques là, on ne voit pas. Oui. Mais est-ce que vous avez attiré l'attention aussi sur ça? À tout moment, on est en train de dénoncer. Quels sont les canaux que vous utilisez pour dénoncer? À travers à travers la presse, à travers les pages. Par exemple, moi, ma page, il y a plus de 210 000 vies. 210 000 vies. À tout moment, on est en train d'installer, d'informer, d'attirer l'attention à tout le monde, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Est-ce que vous ne savez pas, par exemple, M. Paul a un permis de construire, il a consulté l'ordre d'un cabinet d'architecture, tout a été fait, et patatras, son bâtiment s'écroule. Ça, c'est les architectes, non? À tout moment, quand il y a événement, on vient directement, on se présente au terrain, on dénonce. Par exemple, ce qui s'est passé, vous n'avez pas compris ma question. En ville. Il se peut que les architectes, c'est-à-dire tout le processus a été suivi, tout le process, et après, l'architecte a fait, et ça ne marche pas, et puis ça tombe. Vous êtes des fois insuffisant, non, vous aussi? Non, vous savez, ce n'est pas à nous, parce que pour cela, on a dit les projets, ça ne se fait pas par amitié ou par affinité. Il y a des bâtiments où on n'avait pas suffisamment de ciment. C'est par appel d'offres que les projets, normalement, les projets, c'est par appel d'offres. On ne donne pas par affinité, par X ou Y. On donne à César ce qui appartient à César. Ce qu'il peut faire l'affaire, vous lui donnez. Donc, c'est ça. Mais si c'est dans l'anarchie, on donne des projets à n'importe qui, on ne consulte pas les architectes. Les architectes, quand nous dénonçons, on ne regarde pas, les gens ne nous suivent pas. Et comment? D'accord. On aurait pu éviter tout ça. C'est pas évident, c'est pas évident non plus, mais comme vous avez commencé à communiquer, on espère que ça ira de plus en plus et les choses vont changer. Le ministre va vous écouter cette fois-ci. Le ministre va vous écouter, surtout qu'il a promis de venir à l'Assemblée générale. On ira faire un numéro de grand angle ce jour là-bas. Et comme ça, il y aura plus d'éboulements dans le Grand Conakry. C'est ce qu'on souhaite. Merci d'être venu sur le plateau de Grand Angle. Vraiment. Merci à vous. Merci. Vivement 19h20. Non, mais écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Vivement 19h. Hier, je n'étais même pas pressé pour la rupture. Aujourd'hui, tu as continué jusqu'à 20h. Quand c'est le papa qui se moque de son fils en live, c'est le problème. Parce qu'on le dit dans la mosquée, quel que soit l'amour que tu as pour la prière, tu ne peux pas venir t'arrêter à la place de l'imam. Non, pas du tout. Chacun connaît sa parole. Ok. Idriss a bien compris. Ça n'a fini pour ce numéro de Grand Angle. Merci à nos cadreurs qui étaient encore mobilisés. Le Ramadan, on l'observe, ils sont là, arrêtés, pour nous permettre d'être vus un peu partout en Guinée, en Afrique. Merci à notre réalisateur Nyalama, merci aux ingénieurs de son qui étaient là pour nous permettre d'être entendus en Guinée, en Afrique et un peu partout dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Dieu voulant, on vous retrouve demain pour un autre numéro avec un autre acteur. Portez-vous bien. Ciao. Merci.